On se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur la trigonométrie, donc ici sur le cercle trigonométrique. On avait déjà fait une vidéo pour introduire ce cercle, à quoi il sert, qu'est-ce qu'on déduit de ce cercle, etc. Et là, on va s'attarder sur quelques petites propriétés et éléments que l'on doit aussi considérer pour avoir une approche plus complète de ce cercle. Et comme on l'a dit, il y aura encore d'autres vidéos là-dessus, notamment sur les formules trigonométriques et sur quelques propriétés qu'on va pouvoir déduire grâce à ces formules trigonométriques. Ça, on le verra plus tard. Là, ici, on va s'attarder sur deux éléments, deux notions qui sont en lien avec le cercle trigonométrique. Alors, surtout la première notion. La deuxième, effectivement, on peut la voir aussi avec le cercle trigonométrique, mais il y a aussi les fonctions qui interviennent. Donc, tout d'abord, pour commencer, parlons de cette première notion de mesure principale. L'idée est simple en vérité avec cette notion de mesure principale. Rappelez-vous, on avait dit que dans le cercle trigonométrique, chaque point de la circonférence, ou plutôt à chaque point de la circonférence, on pouvait déduire une certaine ouverture d'angle que l'on mesurait en radians. Et on avait énoncé la problématique selon laquelle, suivant le nombre de tours que l'on fait, on pouvait retomber une infinité de fois sur ce même point avec des valeurs de radians différentes. Et donc, à partir de cette problématique, naît finalement une convention qui va consister à définir des valeurs de radians principales, si vous voulez, des mesures principales, c'est-à-dire les valeurs de radians que l'on va retrouver associées à un certain point de la circonférence avant d'avoir fait un seul tour. C'est-à-dire qu'on veut déduire déjà, parce que déjà en un seul tour, on peut déjà déduire toutes les valeurs de radians. Et ces valeurs de radians-là, que l'on déduit en faisant un tour, on va les considérer comme mesure principale. Alors, plus spécifiquement sur cette notion de mesure principale. Donc, par convention, on a déterminé un intervalle au sein duquel existe nécessairement l'ensemble des valeurs de radians que l'on peut retrouver en faisant un tour. Dites-vous que cet intervalle il est totalement arbitraire. En fait, on aurait pu choisir un autre intervalle, mais il fallait bien se mettre d'accord sur un intervalle. Alors, c'est quoi cet intervalle? Donc, on va partir de 0. Alors là, pour l'instant, ce que je vais faire, il ne faudra pas le compter. C'est juste pour que vous compreniez pourquoi on parte de moins pi et plus précisément de juste après moins pi. D'abord, on va partir de 0. On va faire un demi-tour jusqu'à arriver à moins pi. Quasiment à moins pi juste avant. Parce qu'on a exclu le moins pi, je vais vous expliquer pourquoi après. Maintenant, on est là. Donc, ce qu'on a fait ici, pour l'instant, on ne le compte pas. C'est juste pour montrer que là, quand on part par là, on arrive jusqu'à moins pi. Parce que je vous ai dit, quand on part dans ce sens-là, on compte en négatif. Donc, on arrive en moins pi. Maintenant, on est là. Et maintenant, à partir de maintenant, tout ce qu'on va faire, on va le considérer. Donc là, on va partir de là et on va faire tout le tour jusqu'à ici. Et vous comprenez aisément que toutes les valeurs de radians que l'on va déduire en faisant ce tour-là, donc là, dans le sens positif du coup, eh bien, ce sont toutes les valeurs de radians que l'on peut déduire lorsqu'on fait un seul tour. Et après, pour les valeurs négatives, c'est pas grave, il y aura juste à mettre un signe moins devant les valeurs que l'on aura déduites en faisant un tour dans ce sens-là. Donc on peut tout avoir comme ça. Alors seulement, vous voyez bien que si je partais exactement de moins pi et que je faisais un tour comme ça, là je vais tomber sur pi, donc en fait la valeur qui est ici, en tout cas le point qui est ici, je vais le considérer deux fois. Parce que je serais parti de ce point, j'aurais une certaine valeur de radian, et puis je serais parti, j'aurais fait un tour et je serais retombé sur ce point auquel j'aurais associé une deuxième valeur de radian. Et là, ça pose problème par rapport à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire déduire des mesures principales, c'est-à-dire toutes les valeurs différentes que l'on peut déduire en termes de radian quand on fait un tour, pour chaque point différent. Et donc,
fallait bien exclure l'un des deux. On a exclu moins pi, donc pour éviter de compter 2 fois lorsqu'on aura fait le tour complet. Et on part de là, et ensuite on fait un tour complet, et à partir de là, toutes les valeurs de radian que l'on va récolter seront des valeurs que l'on appellera mesures principales. C'est les mesures que l'on déduit en faisant un tour. Parce qu'après, quand on va faire un deuxième tour, on va retomber sur les points sur lesquels on était passé, avec d'autres valeurs de radian, dont ces valeurs ne seront plus des mesures principales, parce qu'elles auront été déduites après avoir fait un tour. Et donc, comment déduire qu'une valeur de radian fait office de mesure principale? Prenons 7pi sur 4, par exemple. Est-ce que 7pi sur 4 est une mesure principale? Autrement dit, est-ce que je peux déduire 7pi sur 4 en faisant un tour? Et sachant qu'on fait un tour en partant de l'intervalle considéré. Lorsqu'on parle de mesure principale, cette fois-ci, le point de départ, il est là. Lorsqu'on parle de mesure principale. Très bien. Alors, est-ce que 7pi sur 4 est une mesure principale? Ça revient à se demander, est-ce que 7pi sur 4 est dans cet intervalle? Et rappelez-vous, avec le cours sur les intervalles, on sait qu'on peut traduire ceci en cela. Avec une inégalité stricte ici parce que moins pi est exclu, et une inégalité large parce que pi est inclus. Est-ce que 7pi sur 4 est compris entre moins pi et pi? Si c'est le cas, et qu'on arrive à montrer au final que c'est vrai, bah, ce sera une mesure principale. Si on trouve que ceci est absurde, alors ce sera faux. L'idée, c'est de passer par une démonstration par l'absurde. On suppose que effectivement, il est bien une mesure principale, et si on trouve quelque chose d'absurde, ça nous confirmera le fait que finalement, ce n'est pas une mesure principale. Donc voilà comment on va procéder. Alors là, petite technique pour simplifier l'analyse, parce qu'on voit que 7pi sur 4, il y a une division par 4 au dénominateur. Or, au départ, moins pi et pi, il n'y a pas de dénominateur. Donc on va faire apparaître un même dénominateur, parce que comme ça va être plus facile de comparer. Vous allez voir, si je multiplie par 4 et que je divise par 4, je ne change pas l'égalité. C'est pareil ici. Et donc on se retrouve avec ceci. Et là, vous voyez, l'intérêt principal, c'est que tout de suite, on voit qu'il y a une absurdité là. 7pi sur 4 ne peut pas être plus petit que 4pi sur 4. D'accord? Vous imaginez que vous avez par exemple pi sur 4 et pi sur 4, puis là je le multiplie par 4 et là je le multiplie par 7. 7 c'est plus grand que 4, donc en théorie ceci devrait être plus grand que cela. Ce qui contredit ce qu'on a écrit ici, donc ça veut dire que ce qu'on a écrit ici est absurde, car on est sûr que 7pi sur 4 est plus grand que 4pi sur 4, ce qui nous permet de dire qu'on est sûr que ceci est absurde, ce qui nous permet de dire qu'on est sûr que 7pi sur 4 en fait n'est pas compris entre moins pi et pi, puisque c'est de là qu'on part, et c'est en partant de là qu'on a déduit cette absurdité, ce qui revient à dire que ce qu'on a dit dès le départ est absurde, parce que ceci découle de ce qu'on a dit au départ. Ce qui revient à dire que finalement 7pi sur 4 n'est pas dans l'intervalle moins pi, pi, ce qui revient à dire que 7pi sur 4 n'est pas une mesure principale. Et puis d'ailleurs, c'est évident, parce que supposez qu'on parte de moins pi. Je fais pi sur 4 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'ai déjà fait un tour en partant de moins pi, enfin juste après moins pi. Et on voit bien tout de suite que ça ne va pas marcher. Mais voilà, par exemple, une technique qui permet de montrer qu'une valeur de radian fait office ou non de mesure principale. Il y a bien sûr d'autres techniques qui permettent de déduire cela. Très bien, voilà pour cette notion de mesure principale. Et maintenant, la notion de parité. Alors, rappelez-vous, lorsqu'on avait parlé des fonctions, on a dans une vidéo parlé des fonctions paires et impaires. Et en fait, on va retrouver cette même notion ici. On avait un petit peu dit dans la dernière vidéo sur la trigonométrie que eh bien, le cosinus d'un angle et le sinus d'un angle, en fait, ça correspondait aussi à des fonctions. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'une fonction? Rappelez-vous, une fonction, c'est un objet mathématique qui va associer des éléments d'un ensemble à des éléments d'un autre ensemble. Donc là, par exemple, on a les valeurs de radian, une valeur de radian quelconque qui appartient à l'ensemble des valeurs de radian. Et on a la fonction cosinus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va associer une valeur de radian à une certaine valeur de cosinus.
Donc ça, c'est la fonction cosinus. Cosinus, là, le cos, vous pourriez le remplacer par y. Et le θ, là, l'angle θ, on l'appelle comme ça, vous pourriez le remplacer par x, par exemple. C'est le même principe pour le sinus. Mais ce qu'on va remarquer, en fait, c'est que déjà, il y a une périodicité. Alors, on n'avait pas parlé de la périodicité dans le chapitre sur les fonctions, mais qu'est-ce qu'une fonction périodique? Les fonctions périodiques, elles sont caractérisées par le fait que, par exemple, f de x est égal à f de x plus t, avec t, d'accord, qui va correspondre justement à une certaine période. Ici, en l'occurrence, comme on le voit, hein, je l'ai mis en l'occurrence, cette période, c'est 2π. C'est-à-dire que si je prends cos, mais ça, éventuellement, on en parlera plus tard, si je prends cos de θ, eh bien, ce sera égal à cos de θ plus 2π. Bah oui, puisque quand je fais un tour complet, je retomberai forcément sur la même valeur de cosinus, et je retomberai aussi sur la même valeur de sinus. Parce que je retomberai sur un même point. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc par exemple, je sais pas moi, cosinus de 0. Donc là, par exemple, j'ai la valeur de radian qui vaut 0. Eh bien, la fonction cosinus, elle associe... Donc là, je prends le point d'abscisse 0. Eh bien, on voit que ce point d'abscisse 0, il va associer l'abscisse 0 à l'image 1. Ce qui signifie que ici, le cosinus de 0, ça vaut 1. Ça, on l'avait montré dans la vidéo précédente. Mais regardez, si j'ajoute 2π, eh bien on voit que la fonction cosinus va associer le radian de π à une valeur de cosinus qui vaut 1. Donc, cos de 2π vaut 1. Donc vous voyez qu'on retrouve, et ça à chaque fois, chaque 2π, on va retrouver une même valeur de cosinus. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, on remarque qu'en fait, quand je prends des valeurs de radian opposées, eh bien, la fonction cosinus associe ces valeurs de radian opposées à une même image, ce qui est la caractéristique des fonctions paires. Les fonctions paires, elles associent des valeurs d'abscisse opposées à une même image, ce qui signifie que en fait, l'axe des ordonnées agit comme un axe de symétrie. Donc forcément, il y a une notion de symétrie derrière. On en avait un petit peu parlé dans le cours sur les fonctions. Autrement dit, la fonction cosinus est paire. Mais si elle est paire, ça signifie que cos de θ est égal à cos de moins θ. Déjà là, on le voit, mais en plus, avec la notion de parité, on le sait déjà. Donc, on prend par exemple cosinus de moins pi. Ben, on voit que la fonction va associer moins pi, cos de moins pi à moins 1. Et on voit que la fonction va associer cosinus de... Enfin, elle va associer pi à cosinus qui vaut moins 1. Donc en fait, on voit que cos de θ, c'est égal à cos de moins θ. Pour la fonction sinus, c'est le contraire. On voit que des abscisses opposées en valeur ont des images opposées en valeur. Ça, c'est la caractéristique des fonctions impaires. Rappelez-vous. Et si sinus agit comme une fonction impaire, cela signifie que sinus de moins θ est égal à moins sinus de θ. Exemple, sinus de moins pi sur 2 est égal à moins sinus de pi sur 2 qui est égal à moins 1, comme on peut le lire. Je prends par exemple, déjà je prends moins pi sur 2, je lis, je cherche le point de la courbe d'abscisse moins pi sur 2 et je regarde ce point-là va associer moins pi sur 2 à quelle image? Une image qui vaut moins 1, on le voit ici. Très bien. Ensuite, je prends du coup moins sinus de pi sur 2. Alors, moins sinus de pi sur 2, il faut bien comprendre. Je prends pi sur 2, déjà, pi sur 2. La fonction va associer pi sur 2 à 1, mais du coup, 1, c'est l'opposé de moins 1. Donc ça, sinus de moins pi sur 2, ça vaut moins 1. Et sin de pi sur 2, ça vaut 1. Donc ça vaut l'opposé de moins 1. C'est-à-dire que ça, c'est égal à l'opposé. Donc on enlève ça, c'est égal à l'opposé de ça. Mais l'opposé de ça, c'est ça.
car là, vous pouvez prendre sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Je multiplie par moins 1, et ça donne bien que moins sinus de pi sur 2 est égal à moins 1, comme sinus de moins pi sur 2. Ça, c'est la caractéristique des fonctions impaires. Je vous renvoie au cours sur les fonctions. Je crois que c'est fonctions de référence, parce qu'on a plusieurs vidéos sur les fonctions, et il me semble que c'était sur les fonctions de référence que je parle de parité. Donc voilà sur cette notion de parité. C'est quelques propriétés fondamentales qui vont nous servir ensuite. Et normalement, dans une prochaine vidéo, on va parler des formules trigonométriques. On va en voir plein. Formules d'addition, de plein de trucs, etc. Et quelques propriétés. Ça va être une vidéo vraiment très riche en termes de formules que l'on va pouvoir déduire, démontrer, etc. Et qui pourront servir notamment. Donc voilà.